Bonjour à tous. Effectivement, on va essayer de répondre à cette question et je pense que cette question, on va essayer d'y répondre pendant un certain temps, cette année, l'année prochaine et encore l'année prochaine. Ce qui est hyper intéressant avec cette question, c'est que par rapport à tout ce qu'on a pu voir précédemment, finalement, elle nous touche tous parce qu'elle concerne notre système de valeurs, elle concerne notre rapport à la vie, au monde, aux autres, aux marques. Et donc, d'une certaine manière, elle touche des sujets qui ne sont pas techno. Ce qui est d'une certaine manière aussi un peu rassurant, parce que ça veut dire qu'au-delà des évolutions technologiques, on a ce sujet-là qui est un sujet profondément humain et sur lequel on a tous un avis. Donc je vais essayer aujourd'hui, en quelques minutes, de documenter cet avis et de faire en sorte qu'on avance un petit peu dans cette réflexion, parce que la question qu'on se pose derrière tout ça, c'est effectivement ce fameux jeu de mots entre les valeurs, la valeur, les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on aimerait avoir. Et c'est vrai que ça m'a rappelé ma première réaction. Alors, peut-être que c'est une blague ou une référence que tout le monde n'a pas, même si cette marque continue de communiquer. Si nous n'avons pas les mêmes valeurs, il y a très longtemps, une marque de rillettes a fait toute une saga là-dessus. Alors à l'époque, on riait. Elle a su renouveler cette approche publicitaire. Et c'est vrai que finalement, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Ça a l'air de poser beaucoup de problèmes aujourd'hui, puisque ça crée des dissensions, ça crée des tensions, ça crée des fractures. Mais nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, et les marques non plus n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Et le fait est qu'elles se sont lancées à corps perdu dans la bataille des valeurs, puisque progressivement, on a vu tout un tas de chiffres que vous avez pu voir dans les sondages ou dans les études. Les gens demandent aux marques d'intervenir de plus en plus sur ces sujets de valeur. Les gens ont plus confiance dans les marques que les gouvernements pour justement répondre aux problèmes environnementaux et autres sujets RSE. Et en même temps, les mêmes gens, c'est-à-dire nous, ne font pas véritablement confiance aux marques dans leur capacité à le faire. Donc c'est assez étrange, mais le fait est que les marques se sont lancées à corps perdu, de manière complètement rationnelle, émotionnelle, produisant tout un tas de communication sur les sujets, se sentant complètement légitimes, authentiques, spontanées et même sincères, puisque pour discuter avec beaucoup d'entre elles, toutes leurs démarches sont souvent très sincères. Mais on arrive à un truc qui est terrible finalement, c'est les gens se posent la question en regardant tous ces logos, laquelle de ces marques a la meilleure démarche RSE? Laquelle de ces marques, finalement, contribue le plus à mon bonheur? Et donc là où chacune de ces marques pensait avoir comme concurrent le voisin du même secteur, voire même un truc un peu indirect, mais quand même, on se retrouve sur ce système de valeurs avec des marques qui sont toutes en concurrence les unes avec les autres. Est-ce que Carrefour est plus respectueux via sa RSE que Nike, Orange ou Peugeot? Les gens se posent ces questions-là puisqu'on est tous sur ces mêmes sujets de valeur. Donc ça nous interroge et ça nous dit, bah oui, mais alors dans ce cas-là, est-ce que c'est nécessaire de se battre sur ce sujet-là? Oui. Oui, forcément. Oui, forcément, parce que ce chiffre-là, c'est un chiffre qu'on sort de l'étude Meaningful Brand que vous connaissez peut-être, qu'on fait chez Havas au niveau mondial depuis une douzaine d'années. Et ce chiffre est assez radical parce que c'est un chiffre qui pose la question basiquement au monde des logos. Et on dit aux gens, si cette marque disparaissait, en anglais c'est would you care? Est-ce que ça vous posera un problème, quoi? Et donc, on a toute une série de marques qu'on connaît, dont on connaît les qualités, pour lesquelles on a une forme de considération, parfois qu'on achète, même qu'on recommande. Mais si elle disparaissait, finalement, on would pas care tant que ça. Alors, ce qui nous sauve, c'est que finalement, on n'a peut-être pas tous les marques auxquelles on est profondément attaché. Donc, certaines marques peuvent avoir 10, 15, 20%, d'autres 30, d'autres 40, d'autres 50. Mais ça pose la question de cet attachement. Et dans un monde, on va dire, occidental, dans lequel nous vivons, où la plupart des besoins sont satisfaits, la différence, elle se fait par les valeurs. Et elle se crée par les valeurs. Donc on a essayé dans cette étude de voir combien pesaient les valeurs dans la brand equity. Toute une série de questionnaires où on pose des questions sur des bénéfices fonctionnels, des bénéfices personnels, des bénéfices collectifs. Et donc on voit ce qui pèse pour l'ensemble des marques, pour certaines catégories, pour certaines marques, ce qui pèse dans la brand equity. Et donc on va pas faire un quiz là, encore qu'on pourrait, mais on va pas faire un quiz. Et le poids qui est assez surprenant, c'est que 28% de la valeur de marque, selon l'étude Meaningful Brand, 28% de la valeur de marque vient d'éléments collectifs. Donc d'éléments qui sont liés pour partie à l'RSE, mais pas essentiellement, mais d'éléments qui sont liés à des valeurs. Et quand on prend en particulier, vous allez voir, c'est juste la dernière colonne, puisque là,
ce que vous voyez au début, c'est les bénéfices fonctionnels et personnels. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Quand on regarde la dernière colonne, et donc on voit ce qui pèse le plus au sein de ces bénéfices collectifs, parce que les bénéfices collectifs, ce sont jouer un rôle dans la société et pour l'environnement. C'est bien de ça dont on parle. On voit donc les surindices, les 111, 110, 108, 109. Il y a tout un tas d'autres bénéfices qui sont en dessous. Donc là, c'est seulement ceux qui sont les plus élevés. Et ça marche aussi bien pour les banques que les fabricants automobiles, que les telcos, que les FMCG, que le retail, et ainsi de suite. Transparence, bénéficier à l'économie, éthique, chaîne d'appro propre, promeut le recyclage. Voilà ce qu'attendent globalement les Français. Alors, on a aussi les chiffres au niveau des autres pays, mais sur les Français, c'est ça ce qu'on attend. Et c'est ça ce qui pèse lourdement, en tout cas à hauteur de 28% dans la brand equity. Donc ça veut dire que forcément, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on fait, quel type de sujet on traite. Si on regarde même dans les sujets dynamiques sur les 2 dernières éditions, on voit me donne l'impression de faire partie d'un groupe avec des valeurs partagées. Donc c'est pas simplement une marque qui envoie des valeurs dans lesquelles je me reconnais, mais c'est aussi une marque qui envoie des valeurs dans lesquelles d'autres gens que moi se reconnaissent, et je suis content d'être avec ces gens. Me donne les moyens d'être plus respectueux de l'environnement, créer de l'emploi et traite bien ses employés. Tous ces indicateurs-là sont en hausse forte en France et dans d'autres pays. Donc là aussi, on est très clairement dans des notions de valeur. Quand on cible les moins de 35 ans et qu'on leur dit, mais ok, mais c'est quoi pour vous le truc le plus important dans les bénéfices collectifs? C'est que la marque se comporte en leader social. Dur. C'est pas le métier d'une marque d'être un leader social. Mais quand on est à moins de 35 ans, et vous le voyez dans d'autres études, on nous dit, oui, j'aimerais, moi, que la marque se comporte en leader social, et notamment sur des sujets qu'on pourrait qualifier de woke, ou en tout cas d'intersectionnalité, ou en tout cas de combat des minorités, appelez ça comme vous voulez. Mais le fait est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, énormément de marques ont embrassé ces combats-là. On le voit peut-être arriver en France, on ne sait pas quelle forme cela va revêtir, au-delà même de la communication, même dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, en interne des entreprises. Et ça, encore une fois, quand on est en train de se dire, est-ce que les valeurs de marque vont sauver la valeur des marques, est-ce que ce sont ces valeurs-là que les marques doivent mettre en avant? Comment les marques peuvent-elles utiliser ces valeurs qui sont celles qu'on a aujourd'hui autour du féminisme, autour de la défense du genre, autour de tous ces sujets-là, qui sont des sujets considérés comme étant des sujets autour des valeurs pour les jeunes. Et puis, il y a un moment où on se pose la question de l'efficacité de tout ça, parce que là, avant même de se poser la question de l'efficacité, on se rend compte que la pression sociale fait que les gens se sentent obligés, enfin les marques, pardon, se sentent obligées d'en parler. On connaît tous Peter Field et son copain Binet. Alors là, il est tout seul. Mais c'est une conférence qui a eu lieu très récemment de l'IPS sur l'effectiveness, l'efficacité. Et voilà ce que dit Peter Field sur... il a fait une étude, il a mené une étude dans toute sa base de données sur les brand purpose communication. Il dit there can be des bénéfices, évidemment, pour les entreprises à déployer des campagnes de pub brand purpose, pour toutes les raisons qu'il évoque. Quand on regarde l'étude, je vous invite à aller voir l'étude, en fait, les indices d'efficacité des campagnes brand purpose sont en moyenne inférieurs à ceux des campagnes non brand purpose. Donc on pourrait dire c'est moins bien. Mais, ce qu'il présente comme étant, on va dire, l'écart type, je crois, fait que certaines des campagnes brand purpose sont parmi les plus efficaces, à la fois pour les ventes, mais aussi pour l'image. Et donc, ce qu'on tire de cette conclusion, c'est que, ce que lui dit, c'est que c'est très délicat encore aujourd'hui de faire des campagnes brand purpose efficaces, mais quand c'est réussi, c'est jackpot. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'est tourné vers un partenariat, enfin nos partenaires depuis 3 ans. L'école Normale Sup a un laboratoire de neurosciences cognitives. Et les chercheurs, Étienne Koechlin et Katia Dochot, avec qui on travaille depuis 3 ans sur le mode de fonctionnement du cerveau, et notamment la prise de décision. Comment on prend nos décisions, quelles qu'elles soient, pour acheter, pour voter, pour taper dans le ballon si on est Messi, enfin pour ce qu'on veut. Comment prend-on les décisions? Et on se rend compte qu'il y a 4 étapes. Donc on perçoit nos sens, un environnement, une situation. Et
La deuxième étape, c'est ce que nous disent les chercheurs, il y a un filtre des valeurs. C'est-à-dire que dans notre cerveau, avant même de réfléchir, de prendre une décision, de peser le pour et le contre et de passer à l'action, il y a un filtre des valeurs. Ça veut dire que on y croit ou on n'y croit pas, on accepte ou on n'accepte pas, ou en tout cas on filtre les informations telles qu'on les reçoit. Et c'est pour ça que sa question des valeurs est essentielle, parce que progressivement, certes, Peter Thiel nous dit qu'il y a une forme d'efficacité si on y arrive, mais certes, il y a une forme d'inefficacité totale si on n'arrive pas à passer ce filtre des valeurs. Alors, comment passer ce filtre des valeurs? Ça, c'est un sujet qui est encore, je dirais, en cours. En tout cas, c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que ça pousse à repenser complètement notre façon de communiquer autour des valeurs, et peut-être même notre façon de communiquer tout court. Moi, j'ai l'impression que il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, le planning stratégique a été inventé pour passer de la réclame à la publicité. Et là, on va se trouver dans une situation où, en tout cas, sur cette question des valeurs, qu'elles soient efficaces ou non, qu'elles soient nécessaires ou non, en tout cas, elles semblent au cœur de la relation que les marques et les gens sont en train de créer. Il va falloir trouver une autre façon de travailler pour comment faire en sorte que, justement, les marques arrivent à mettre en avant leurs valeurs, et de façon créative et de façon acceptable, de façon légitime. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sébastien.